Messieurs, dames, le final de Boys, épisode 8, saison 4. Enfin, si j'ose dire, parce que chaque bonne chose a une fin, évidemment, et parce que cette saison était quand même en demi-teinte, enfin, je retrouve un épisode où je me dis, là, il y a des frissons. Là, il y a des frissons. Là, il y a quelque chose. Là, voilà, là, il y a un final qui me laisse évidemment, alors non seulement sur ma faim pour l'envie de voir la saison 5, mais qui me fait presque un petit peu oublier, voilà, les petites dérives qu'on a eues tout au long de cette saison 4. Je vais évidemment revenir au début, hein, alors que vous avez, j'adore Twitter parce que de temps en temps il y a des trucs qui sont très drôles, mais ils avaient montré genre les 4 meilleurs personnages de l'univers de The Boys. Alors t'avais le Homelander, Butcher, le petit soldat et Mia Khalifa. Et en fait oui, ben oui, parce que depuis le début je me dis c'est marrant, elle me dit quelqu'un. Voilà, c'est à un moment donné, bon oui, voilà, je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi Mia Khalifa. C'est vrai que j'avais pas eu le. Mais non, l'épisode, je vais pas dire sauve la saison, puisqu'on a l'épisode quand même centré autour du Homelander, là où il a Anthony Starr livre une performance incroyable quand il est dans ses labos, qui est pour le traitement du personnage et pour son acting est jouissif. Il y avait une ou deux séquences aussi qui étaient pas mal, notamment l'ancien mari de l'ex-femme redevenue femme de la crème qui se fait massacrer avec Black Noir, The Deep, etc. sous les ordres du Homelander. C'était une scène assez forte. Il y a autre chose qui est fort, hein, c'est Soul First qui vient de nous raid et lui il est très fort. C'est surtout la beuteur, lui qui est dense et intense. Comment ça, mon Soul qui était sur Bloodborne? Je vous incite évidemment à ne pas aller voir ses lives, mais à regarder l'homme. Voilà, moi c'est vrai que la plupart du temps, je mets sa caméra en gros plan et je savoure. Comment ça va mon Soul? Bien le bonjour évidemment à ceux qui me voient aussi depuis YouTube. Je manque à tous mes devoirs. Euh, Donc oui, c'est vrai qu'il y avait quelques bonnes choses, hein. Je le redis dans l'ensemble de la saison, le travail autour de Butcher et Joe Kessler, qui même s'il était un peu téléphoné, était assez pertinent parce que le jeu qu'il y a entre les deux acteurs, entre les deux comédiens est très bon. Et moi, je trouve que c'était voilà cette passation de pouvoir entre l'obscurité et la lumière de Butcher, représentée par et Becca et Kessler, et puis Kessler qui prend le dessus par la suite, etc. Moi, j'avais trouvé ça assez intelligent dans l'écriture, puis dans la mise en place du truc. Le travail autour du Homelander était sympa. Le travail autour de A-Train, qui est possiblement l'un des MVP de cette saison, était percutant aussi, parce que lui, il a pour le coup une évolution assez intense. Mais force est de reconnaître que c'était, je trouve, une saison en demi-teinte. Je vais pas dire décevante, parce que voilà, vu le final et vu quelques séquences qu'on a eues, je vais pas dire on a été déçus, mais j'ai été nettement moins pris. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sensation de beaucoup trop d'intrigues, dont la plupart n'ont que peu d'intérêt ou qui sont extrêmement rushés parce qu'il manquait un ou deux épisodes pour qu'on ait vraiment de l'empathie pour ça. Exemple, le père de Yui, c'est vrai que c'était bien, mais c'était beaucoup trop court en un épisode. Exemple, Kimiko et Frenchie. Quand tu vois le... En vrai, quand tu vois le final, là, de Kimiko et Frenchie, tu te dis, vous aviez besoin de créer le truc avec Colin? Sans déconner, ça ne servait à rien du tout. Ça ne servait à rien. Les traumas autour de Frenchie, sachant qu'on le voit même pas en prison, etc., ça ne servait à rien. Le traitement autour de Kimiko, on savait qu'elle était torturée avant d'avoir un petit peu ces bribes de travail autour d'elle, ça ne servait à rien. Je veux dire, les deux auraient pu avoir une telle structure. Je dis ça parce que mon père en ce moment re-regarde les anciennes saisons. Je me suis fait quasiment les saisons 1, 2, 3 en 2 semaines, hein, parce que forcément je les enchaîne et je me suis rendu compte à quel point les anciennes saisons elles étaient percutantes. Quand je revois les anciennes saisons et le travail autour de Kimiko et Frenchie, je me dis, bon, là, faire autant d'intrigues sur eux qui prennent du temps pour le reste, alors que le final, c'est quoi? C'est la continuité de ce qu'on avait fait en fin de saison 3. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Et c'était un peu le souci, certaines incohérences, le travail autour de The Deep aussi, je trouve qu'il est relativement médiocre, hein, parce que l'épisode avec Ambrosius, il faut en attendre 4 ou 5 avant qu'elle revienne et qu'on ait une continuité, il en a plus jamais reparlé là. Ça le développe, mais en même temps, ça le développe pas non plus sur quelque chose de grandiose, parce qu'il a assez peu de temps de visuel, finalement. Alors, Black Noir, j'en parle même pas, c'est plutôt un running gag, et c'est vrai que le personnage, il est là parce qu'il faut être là, mais il n'y a pas beaucoup d'écriture centrée sur lui. On a vu que c'était une saison où il y avait quand même une grosse Homelander dépendance, une Butcher dépendance, alors que pourtant, lui, il est pas trop là. Ouais, voilà, c'était ça. La séquence où il dit « Bro, mec, c'est drôle, mais en fait, c'est vraiment par intermittence. Ces deux-là sont là pour avoir des espèces de situations running gag.
Et le fait que quand on travaille The Deep, quand tu vois le travail qu'il y avait sur The Deep sur les saisons précédentes, notamment la deuxième, bon, ah non, ben non, je pense, Félix, que Black Noir, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas de la faute de Black Noir, c'est qu'il y a une absence totale d'écriture de son personnage, quoi. C'était à ce niveau-là, fallait mieux pas le mettre. Puis il y a certaines incohérences aussi, moi, que je trouve dans la saison assez paradoxales. C'est quand même la seule saison où on parle des 7, où ils sont jamais 7. C'est 5 ou 6, à la fin, ils sont même que 4. Parce que Sister Sage, quand elle revient, on sait pas si elle va être réintégrée à l'heure actuelle. On sait pas si elle est réintégrée au 7 ou si elle va aider dans l'ombre, un petit peu comme ce qu'elle avait fait là avec le Homelander, parce qu'elle avait tout calculé depuis le début. Tu vois le Homelander qui discute et qui dit allez, on repart sur un nouvel aidant des 7. Gros, vous êtes plus que 4. Bah, ça aurait été bien qu'il travaille sur d'autres personnages. Un travail d'écriture qui aurait été intéressant, c'est les mecs de Gen V, je l'ai dit, les mettre du côté des 7. Parce qu'au moins, ça aurait permis de rattacher Gen V. Là, c'est pareil, c'est quand même hyper dommage que les deux personnages de Gen V soient là, 2 scènes, y compris la scène finale du final de saison 4. On les voit trop peu. Et c'est ce que je trouve dommage. C'est une saison qui est mitigée parce qu'il y a des choses très bonnes. Et puis, sinon, pour le reste, c'est beaucoup plus mou, c'est moins prenant. L'épisode avec les moutons, etc., machin, les trucs qui s'envolent. Bah, on avait déjà vu un petit peu la même chose avec le rat dans la saison du petit soldat, là, quand ils étaient allés chercher le petit soldat, où c'était, non, c'était pas un rat, c'était un cochon d'Inde ou une espèce de petite musaraigne, là. Bon, c'est des trucs qui sont censés te faire marrer, mais vous avez déjà mis le truc tellement loin avec Erogasm et tout que, bon, bah là, oui, c'est pas que ça tombe à plat, mais tu sentais que c'était moins prenant. J'ai senti que c'était moins prenant, moins percutant, et qu'on avait plus de mal à se mettre dedans sur l'ensemble de la saison. Et que, hormis 3 ou 4 personnages bien écrits, je parle Butcher, le Homelander, A-Train, Victoria. Shout out to Victoria quand même, parce que elle, je pense que l'écriture de son personnage a été très forte. Et en tant qu'actrice, ce qu'elle a joué, ça a dû être extrêmement compliqué. Pour moi, c'est une des meilleures actrices de la saison 4, hein, celle qui joue Victoria. Non, c'est pas Victoria, c'est. Enfin, si, Victoria Newman est super aussi. Mais je pensais pas à Victoria. Enfin, je pensais à Victoria et aussi à Firecracker, Sage, qui sont des personnages assez intéressants, ouais, qui arrivent et qui proposent quelque chose. Le final avec Firecracker, là, qui parle. Enfin, quand t'entends. C'était quoi Let's America be Let's America be super again. C'est tellement une super référence à Trump. Let's America make great be great again. Et puis voilà, là c'est be super again. Donc en gros, voilà, on dans le monde des super. Enfin, je trouve que les rapprochements politiques ont été pour le coup très bons dans cette saison. C'est vrai que c'est plus calme, mais l'intensité politique et le côté les des très démocrates versus républicains, Stella versus Homelander. Non, pas Stella, celle qui joue dans Fear the Walking Dead. Je me demande si c'est Victoria ou Veronica, je me souviens plus comment elle s'appelle. Celle qui finit par se prendre du V et qui hurle à la fin. Ashley. Pourquoi je voulais l'appeler C'est que je pensais à la séquence avec Victoria, mais c'est Ashley, ouais. Bah, Ashley, je trouve que c'est une des actrices les plus intéressantes et l'un des travaux les mieux aboutis de la saison. Elle a eu vraiment une capacité à jouer des choses extrêmement difficiles. Elle a brillamment interprété ce qu'elle devait faire. Et elle était toujours à la fois dans de la peur et en même temps dans la continuité de son personnage, en même temps terrifiée, puis obligée de rester là parce que, bah, un peu emprisonnée, tellement emprisonnée par sa peur et par le Homelander, voilà, et aussi dans ces choses beaucoup plus décadente et débraillée, dépravée totale dès qu'elle a l'occasion en fait de rasseoir un petit peu de supériorité sur quelqu'un. Enfin, c'est des choses moi qui m'ont beaucoup plu dans le personnage de Ashley et dans Victoria aussi, qui avait des choses pas faciles à jouer du tout. Mais l'épisode nous a montré que bon, elle aura plus grand chose à jouer maintenant. Voilà. Au moins, on l'a libérée de tant de remèdes. Là, elle est libre de toutes ses actions. Je vais revenir évidemment sur les subs. Merci mon Necron Lord pour le Prime, ça fait plaisir. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Merci mon Sky pour le sub offert à Thibaut. Merci beaucoup mon Sky, ça fait plaisir. Merci encore mon Yaya pour les 100 bits. Je suis le seul à avoir un gros crush sur Victoria avant le drame. Ah oui, parce que après, plus dur. Mais non, c'est une très belle femme, Victoria. C'est une bonne actrice. Et toute son évolution et je trouve que toute la dramaturgie qui va autour d'elle, déjà, elle est très politisée, ce qui est quand même drôle sans être drôle.
on est à une période où il y a eu quand même un attentat sur Donald Trump, et là, techniquement, on est encore sur des idées de vouloir assassiner des personnes politiques pour en mettre d'autres sur le devant de la semaine, devant de la scène, pardon, à la présidence, etc. Enfin, c'est marrant que The Boys fasse autant écho à l'actualité d'aujourd'hui. Puis, je vous dis, le côté Homelander versus Stella, le côté woke versus anti-woke, le côté démocrate versus républicain avec... euh, voilà, America be super again à la place de be great again et tout. Bah, j'ai trouvé que c'était très riche. Enfin, ça tombe vraiment à une période en plus où ils sont aidés par l'actualité. Mais, euh, mais ça reste, voilà, une saison, je trouve, en demi-teinte. Cependant, nonobstant, comme diraient les jeunes, faut être honnête. L'épisode final est un des meilleurs épisodes, tout confondu, de The Boys. L'épisode final est exceptionnel. En termes de construction, en termes de révélation, en termes de conclusion aussi, parce que là, on conclut certains arcs narratifs, mais en même temps, on va bien travailler. C'est incroyable à dire. Il faut en arriver au 8e épisode de la saison 4 pour que Stella devienne intéressante et que l'actrice nous sorte une performance à jouer non pas un, mais deux personnages l'un en face de l'autre. J'ai été bluffé. Ça fait 4 saisons que je me dis... Et c'est marrant parce qu'en plus, tu peux tellement faire le parallèle avec l'actrice. Son personnage est assez fade et assez creux, très light, très BCBG, voilà, la tendresse, la beauté, la gentillesse américaine, vraiment le côté sans défaut aucun. Et c'était hyper fade en fait. Le personnage et l'actrice étaient hyper fade. Et là, ce qui est drôle, c'est que elle joue excessivement bien, mais qu'elle te dit elle-même, bah oui, en fait, toi, t'es la Stella incroyable, sans défaut, sans ceci, sans cela, mais alors qu'en fait, t'es une salope comme toutes les autres, et t'as fait des dingueries comme toutes les autres, assume-les. Et c'est là qu'on se rend compte que l'actrice, mais se dévoile complètement. Donc t'as une mise en abîme entre le travail de l'actrice et en même temps ce qu'elle dit à son personnage pour qu'enfin le personnage devienne intéressant. Mais alors là, pour le coup, moi j'ai trouvé ça très fort. Et il faut attendre 8, enfin vraiment l'épisode 8 de 4 saisons pour que je me dise, ah bah ouais, en fait, c'est bien ça. Donc c'est vrai que c'est en demi-teinte parce que on attendait ça depuis longtemps. Il n'empêche que pour moi, cet épisode était vraiment très bon. L'actrice d'Ashley qui arrive à la fois à jouer la victime, mais aussi à jouer la meuf ultra horny qui viole le protagoniste, c'est quand même très marrant. Puis c'est génial de réussir à jouer ça. Complexe d'infériorité, hein. Je veux dire, c'est complexe d'infériorité avec volonté de supériorité de pouvoir sur les plus faibles. C'est-à-dire là, on part sur du BDSM. T'es faible avec les forts ou les super forts, t'es effrayé, donc du coup, tu terrorises celui qui est en bas de toi. C'est voilà, c'est tous les petits bandits, hein, comme dirait Monsoul, tous les petits bandits notoires, c'est vieux comme le monde, et ça aussi, c'est hyper d'actualité sur la personnalité de certains. Mais voilà, t'es faible avec les forts, tu deviens fort avec les faibles. Parce que tu sais que t'as soit quelque chose, et elle le fait très bien. Sauf qu'elle a été complètement rattrapée par sa peur, et par une certaine forme de moralité, je pense, notamment vis-à-vis d'A-Train aussi. Comment ça va, mon Eiji? Bah, très bon épisode. Puis alors, pareil, le final. Le final, mais vraiment, mais rien que le final où on a un chaos total, où les supers prennent le pas, mais alors, c'est jeu, set et match pour les supers pendant toute la saison. Hein. C'est jeu, set et match. Le groupe de Sister Sage et tous, Homelander et compagnie. Le Homelander, on a rapidement vu ses faiblesses de direction aussi, ou de manière de diriger certains. Il est encore très drôle parce que là, à un moment donné, je sais plus si. Non, c'est pas Firecracker, c'est quelqu'un d'autre qui doit lui dire, je me souviens plus. Ah si, non, c'est pas Firecracker, c'est peut-être Ashley qui lui dit ça. Au moment où il montre la vérité sur Victoria, et puis qu'après Ashley lui parle de politique et puis de gestion, et il est là genre, mais non, mais évidemment que j'y avais pensé, tu me prends pour qui? Alors que le mec il découvre, c'est un enfant. Donc j'ai trouvé bien qu'on revoit un peu les limites du bonhomme, qui est quand même très malin, parce que j'ai revu les saisons précédentes, il est loin d'être con le Homelander. Par contre, c'est pas un stratège du tout. Hein. Donc tu vois les limites stratégiques du Homelander, mais alors aidé par Sage qui avait compris le truc depuis le début, et tous les autres, moi je trouve ça hyper pertinent de voir ça, tu vois, et de se rendre compte à quel point c'est jeu, set et match pour les super. La séquence finale où justement le Homelander dit on entre dans une nouvelle ère du super-héros, le pouvoir est total, et puis le Nirvana. Ressortir Heart Shaped Box, qui est ma chanson préférée de Nirvana avec Something in the Way, sur cette séquence-là, la musique qui match tellement bien avec ce que tu vois à l'écran, faire revenir les deux de Gen V, justement. On parle de frisson, le hurlement de Kimiko.
C'est pour ça que je suis vénère après cette saison. C'est que imaginez si la structure de Frenchie et Kimiko avait été bonne et on supprimait toutes les intrigues un petit peu à la con là qu'ils avaient depuis le début de la saison. Si on avait recentré Kimiko et Frenchie sur la fin de la saison 3, sur eux, pour mettre encore plus d'empathie et d'émotion sur leurs personnages, éviter les incohérences ou les surplus narratifs, on en serait arrivé là, tu te serais dit, ah putain, après le baiser de Kimiko et Frenchie, j'ai du mal, moi. En fait, j'ai du mal, moi, à Frenchie, entendre dire à Kimiko, en fait, il y a personne d'autre qui est meilleur que toi, sachant qu'il était amoureux de Colin il y a 7 épisodes. Mais preuve en est que Colin n'avait aucun intérêt narratif. Pareil pour Kimiko, tu vois, qui était en mode, elle est tellement jalouse qu'elle dit à Frenchie, j'ai baisé le comptable ou je sais pas trop quoi. Ça ressemble tellement pas à ce qui était dit dans la saison 3. Et là, t'arrives maintenant et t'as une scène hyper impactante avec le hurlement de Kimiko, ces choses-là, parce que Frenchie, ça y est, peut-être que maintenant, lui, il est en grand danger. Tous les boys ont été retrouvés. Grosse dédicace d'ailleurs à la crème, hein, qui peut pas s'empêcher d'avoir des bites gigantesques autour de lui. Ça, c'est évidemment, c'est le running gag. Mais bon, ça montre que le chaos est total, que l'avènement du super est sur le point de se faire. C'est pile ce qu'il fallait pour arriver à la saison 5. C'est là qu'ils sont forts, et en même temps, ça fait chier pour nous, mais ils ont réussi à remettre une hype énorme, alors que moi, ça faisait 4 ou 5 épisodes que je traînais les pieds pour regarder l'épisode, tu vois. J'étais en mode, bon, bah, je dois regarder The Boys, ouais, mais ouais, l'épisode 3, bon, ouais, le 4 est bien, puis le 5, ouais, bon, le 6, ouais, bon, le 7, ouais. Et puis là, tu reviens et t'as envie que d'être en 2026. Mais c'est très fort. C'est très fort. C'est ça qui est intéressant. Comment ça va, Sophie? Sophie qui vient d'arriver dans le chat. Comment ça va, Sophie? La seule fois que Kimiko parle, Frenchie ne peut pas l'entendre. Ouais, c'est ça, c'est d'une intelligence d'écriture qui est tellement riche. Et c'est tellement bien amené, quoi, parce que tu vois un chaos total et tu mets encore un petit peu d'émotion. Eh, non mais, parce qu'il faut en parler, là. Jeffrey Dean Morgan. L'acting de Jeffrey Dean Morgan avec Butcher. Il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi Butcher il a fait ça, c'est incohérent, il vient de tout flinguer, machin et tout. Faut voir aussi que là, il sait qu'il a perdu possiblement définitivement Ryan. C'est dur pour lui. Parce que, humainement parlant, Butcher, il voit que là, la part d'ombre, elle est en train de prendre le pas sur lui. Il sait que la part d'obscurité est dominante. Et là, il a perdu la dernière lueur. En perdant Ryan, il perd le dernier contrôle de Becca. Si vous avez vu, là, de toute façon, il perd Grace. Et ça faisait 2 épisodes que Becca n'était pas intervenue. Preuve que, d'un point de vue psychologique, le mal prenait de plus en plus le dessus. Là, je pense qu'il ne peut plus lutter. Donc à un moment donné, il en est là, voilà, il y a une scène choc, l'autre se fait couper en deux, et puis voilà, mais il perd Ryan. Il perd Ryan, il va mourir, il sait que maintenant, il a plus, effectivement, comme dit Sky, il a plus rien à perdre, mais c'est une séquence qui est très forte. Mais voir le plan là où tu le vois, et puis derrière, tu as la caméra qui se déplace tout doucement sur le rétroviseur, et que tu vois Jeffrey Dean Morgan, le sourire aux lèvres derrière, ben, je trouve ça remarquable. Je trouve ça remarquable parce que c'est tellement intelligent, quoi. Alors, pareil, honnêtement, cet épisode-là, en termes de réalisation pure et de travail de mise en scène et de mouvement de caméra, je trouve que c'est le meilleur dans la manière dont ils se sont servis de Jeffrey Dean Morgan. Le côté absence, présence, voix, pas voix, etc., où il est là, il est pas là, et la manière dont il rentre dans le cadre au fur et à mesure, j'ai trouvé que c'était la fois où on l'utilisait le mieux. D'un point de vue purement de réal et de mise en scène, il y a 3-4 plans où je me suis dit, ouais, pas mal du tout. Ce serait marrant qu'on ait une scène à la Venom en fin de saison 5. Butcher n'existe plus, c'est littéralement Jeffrey Dean Morgan. Ah ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, un truc un peu à la Mister Robot. Bon, à ça, je pense pas. Ils vont garder Karl Urban. Un certain événement du comics va peut-être se dérouler et si ça arrive, personne n'est préparé. Moi, je pense qu'ils vont faire le plus grand, hein. Là, ils vont faire le plus grand. Mais là, la violence, elle est énorme. Parce que je pense que dans l'épisode, vu comment l'épisode s'active, tu t'attends pas forcément à ce que Victoria meure. Moi, honnêtement, je m'attendais pas forcément à ce que Victoria meure. Qu'il y ait des tentatives, oui. Que des choses doivent se faire, oui. Et que ce soit dans un autre camp, oui. Mais qu'elle meure encore plus dans cette capacité-là, devant sa gamine. Hein. Sa gamine, je crois qu'elle est là à ce moment-là aussi. Moi, je m'y attendais pas. Puis alors, c'est une mort extrêmement violente. Parce que Victoria Newman, je pense qu'on était beaucoup à se dire, oh, elle va avoir une importance dans la saison 5. Parce que c'était censé être, voilà, encore plus l'avènement du Homelander. Et moi, j'étais convaincu que le Homelander est quand même le mec qui s'en sort le mieux saison après saison.
il faut voir quand même la capacité du Homelander. Ça aussi, d'un point de vue psychologique, en termes d'analyse, c'est intéressant. Prenez toutes les saisons du Homelander, il y a toujours la même construction qui est on pense qu'il va s'effondrer, regardez comment il s'en sort à chaque fois. Saison 3, cote de popularité dégueulasse, les gens préfèrent Stella, Erogasm, il est sur le point de mourir, il termine, la foule est avec lui quand il tue quelqu'un. Regardez de là où il vient. À la fin de la saison 4, la capacité qu'il a à reprendre les choses à son avantage, même quand il pense, lui, avoir perdu la partie. Pareil pour l'avion, la séquence dans la saison 1 où il détruit l'avion et où il pleure devant tout le monde, il fait un truc hyper grandiloquent avec Queen Maeve à côté, tu vois, et puis qui reprend le dessus de la situation. C'est un génie du mal, hein, lui. Hein. Mais il a des phases comme ça qui sont exceptionnelles. Et c'est toujours la même construction narrative. Il est créé pour ne jamais perdre. Et si là, je sais pas comment terminera The Boys, j'ai pas lu les comics, mais si on en vient à un moment donné peut-être à se dire le Homelander devra disparaître, je suis curieux de savoir comment on va faire en sorte que le Homelander disparaisse, parce que pour moi le Homelander, Yaya sera content de la référence, c'est Omni-Man. Hein. C'est des gars. Alors j'ai tendance à penser qu'Omni-Man détruit le Homelander, mais je pense, mais c'est le même level. Hein. Des gars ils peuvent pas être touchés. Hein. La saison 2, quand il tue le chinois en lui niquant les oreilles, c'est stratosphérique. Oui, il y avait ça. Oui, oui, non, mais il y avait ça avec le chinois et tout. Il y a tellement de séquences avec lui où rien que dans cette saison, là, quand il est totalement déphasé de tout, il dit l'homme poisson, suce A-Train. Là, tu te dis, mais ça sort de tellement, genre, bah, quand il va, le meilleur d'Anthony Starr, c'est l'épisode 4 quand il arrive là à parler à tous les anciens médecins et tout, et que cette scène-là, il est mort de rire devant, là, incapable de se retenir, enfin, il est flippant à mourir, quoi. Omniman peut porter à bout de bras l'équivalent d'un pays. C'est pour ça que Puis Omniman, il est carré. En fait, le truc, c'est pour moi, Omniman, c'est psychologiquement qui défonce le Homelander. Omniman, il est carré, droit, etc. Alors que le Homelander, en fait, il suffit que tu le vexes et après, il va pleurer, quoi. Donc, c'est vrai, hein. Le Homelander, en vrai, le Homelander, c'est un gros fragile. Hein. C'est juste le gars, il est surpuissant, il est pété, mais le Homelander, c'est un giga fragile. C'est un giga fragile. Il est trop sentimental, beaucoup trop sentimental. Alors, petite question quand même par rapport à la scène post-générique. Pour vous, quel va être l'impact du Soldier Boy, du petit soldat? J'adore les noms en français en vrai. Ils me font tellement marrer, le petit soldat, le boucher, le charcutier, la crème, le protecteur. Euh, pour vous, Soldier Boy, quel va être son impact? Homelander, c'est un ado fragile. Ah ben ouais, et encore, c'est ça qui est intéressant avec lui. On pourrait penser que la série va un peu reculons de temps en temps. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que le Homelander, tu regardes, il y a 3 épisodes, ça y est, il pensait que tous ses problèmes étaient réglés, et puis finalement, non, rien. France 8, 15, Canada. Ah putain, il y a déjà quasi 10 points d'écart. Ouais, ça peut revenir, c'est pas joué encore. Soldier Boy va encore soulever des granits. Ah oui, c'est vrai que lui, il aime bien les vieilles. Comme le bon vin, hein, comme il dit. Hein. Mais ouais, non, je suis curieux de savoir quel sera l'intérêt du Soldier Boy. Est-ce qu'ils vont peut-être pouvoir. Est-ce que le Homelander va vouloir se venger? Est-ce qu'ils vont réussir à le lobotomiser? Est-ce qu'ils vont le garder en cryogénisation juste histoire de le maintenir et que le Homelander n'ait rien à craindre par effort de sécurité? Je suis très curieux de savoir quel sera l'impact du Soldier Boy. Soldier Boy dans le rôle du papa et Homelander qui cherchera son approbation. Ouais, mais vu comment se termine la saison 3, pas sûr que le Soldier Boy ait envie de ça, et je suis pas sûr que le Homelander, il va pardonner. Hein. Le Soldier Boy, le final entre Soldier Boy et Homelander, il est extrêmement violent au niveau des propos du Soldier Boy envers le Homelander. Est-ce que le Soldier Boy aura envie de s'associer au Homelander? Est-ce que le Soldier Boy pourrait intégrer les 7, selon vous? On sait pas, je sais plus quel. Parce que je sais que le Soldier Boy, il l'avait fait passer pour un terroriste, il me semble, dans la saison 3. Ça se trouve, les gens seraient même pas d'accord avec ça parce qu'il est blacklisté aussi, on sait pas. Hein. L'image promo Amazon de l'épisode final de cette saison 4 avec Homelander devant la Maison Blanche, c'est waouh, je crois que l'image est calée sur la planche du comics, mais cette image-là est folle. C'est te dire l'impact maintenant du monde des super, c'est-à-dire qui contrôle la Maison Blanche et donc le pays, c'est le Homelander. C'est le Homelander. S'il lui lave le cerveau, peut-être. Ouais, oui, il y aurait le côté lobotomie, ouais.
En plus, il y a moyen pour que Jared Padalecki rejoigne le casting saison 5 pour mes fans de Supernatural. Kripke, le créateur, voulait, ouais. Bah, lui, il aimerait bien, histoire de satisfaire un peu tout le monde, parce qu'il faut savoir que dans The Boys, il y a 4-5 protagonistes, bah, ne serait-ce que Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan et d'autres. Il y a 4-5 comédiens qui ont participé à Supernatural, qui ont par la suite œuvré dans The Boys. Donc moi, je pense qu'il y sera sans trop de problème. Et je suis content de voir qu'à mon avis, on aura encore du Jeffrey Dean Morgan. Ça m'étonnerait beaucoup que Jeffrey Dean Morgan soit pas dans la saison 5. Moi, j'avais peur de ça selon comment allait s'agencer un peu le final. Pareil, on peut se poser des questions sur Ryan. C'est-à-dire que là, Ryan, techniquement, quitte son père, mais on sent que quand on lui explique que lui, on aimerait bien qu'il l'utilise pour buter son père, il y a quand même de l'affection, des sentiments, de l'empathie pour son père. Et là, actuellement, Ryan est seul. C'est-à-dire qu'il ne sait pas sur quel pied danser parce que bah, il a un peu quitté, il s'en rejeté de l'un, il a quitté l'autre. Alors, il y a de grandes chances, à mon avis, qu'il revienne vers le Homelander. Mais peut-être qu'il en a ras le cul des deux et qu'il va faire son truc à lui et que ça va être hyper violent aussi. Hein. Ryan, il faudra voir son évolution. Le truc là maintenant où je me dis ça va être dur, c'est terminer la série. Il y a encore plein de possibilités, plein de thématiques. Tu vois, Firecracker, l'impact sur les médias, Sister Sage, que vont devenir The Deep et Black Noir, des choses comme ça. Quels sont les pouvoirs de Ashley? À quoi va ressembler Ashley quand on la reverra? Quel impact elle aura? Il y a tellement de questions en si peu d'épisodes et une dernière saison. Comment Homelander peut le mettre de son côté sans lui laver le cerveau? C'est ce que je te disais, Soul. Moi, ça m'étonnerait. Puis il faut voir déjà si c'est possible. Et de deux, est-ce que le Homelander voudra le faire? Il y aura Gen V saison 2 entre les deux. Ouais, il y aura Gen V, mais quand je vois, moi, le manque d'impact des supers de Gen V dans The Boys, bah, j'espère que Gen V sera plus en accord avec The Boys pour les prochains. Parce que là, pour le coup, moi, je veux bien prendre en intérêt aussi Gen V, mais est-ce que cette saison-là vous a rassuré quant à l'intérêt qu'elle avait l'air de porter à Gen V? Pas trop, hein. Il y a une scène qui sert à rien, une scène finale où on a l'impression que oui, bon, on les utilise un peu plus, mais ils ont 3 minutes en 8 épisodes de temps d'antenne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gamins de Gen V rentrent dans les 7. Et qu'à la limite, ceux qui ont été laissés emprisonnés de Gen V, bah, à la fin de Gen V, on se rend compte qu'ils s'associent aux garçons, quoi. Mais bon, faut voir en combien de saisons ça va être fait, faut voir si c'est possible, ce qu'ils vont faire, parce que ça, c'est une série officielle, ils s'inscrivent pas dans les comics, c'est original, etc. Donc, faut pas oublier que le Ryan va finir par tuer Homelander et Butcher, qu'il soit le seul super qui devienne un vrai symbole comme Superman. Ah, tu veux qu'il tue Homelander et Butcher? Ouais, ouais, ça pourrait, ouais. Ouais, mais qu'il devienne un vrai symbole comme Superman, quand je connais The Boys, il y a Vault, il y a tout le reste, ce serait pas genre trop gentil? Je vois pas comment, en fait, dans le monde dans lequel on est, avec Vault et tout le reste, on peut bien terminer The Boys. J'ai du mal à imaginer The Boys bien se finir en mode oui, oui, en fait, il y aura un super-héros qui sera vraiment le reflet d'un Superman, c'est-à-dire de toutes les qualités possibles et imaginables. Ouais, pour moi, c'est plus Brightburn, l'enfant du mal, à Ryan. Moi, Ryan, ça redevient quelqu'un de positif, je fais la gueule, parce que là, pour moi, dans la structure narrative dans laquelle il est, déçu d'un côté, déçu de l'autre, étranger des deux, vouloir faire les choses lui-même, il n'y a rien de mieux pour créer un enfant perturbé. Hein. Ashley, elle va avoir un pouvoir dégueulasse, c'est sûr. Moi, ouais, non, elle va se transformer en flaque d'eau. Ashley, moi, c'est vrai qu'elle. Alors après, ça dépend. Ça se trouve, elle va être ultra banger. Hein. Mais Ashley, elle a tellement pas de bol dans la vie, quoi. Je me suis dit, à tous les coups, ça va être le pouvoir du gars dans X-Men. C'est le mec qui finit par devenir une flaque et qui se disloque. Oublie pas que Butcher a encore le virus et qu'il va sûrement faire un génocide de ce côté-là. Oui, bah oui, parce qu'il y a le virus, etc. Il y a tous ces questionnements-là qu'il faut faire aussi. Je pense qu'à mon avis, dans la saison 5, des victimes collatérales ou même plus que collatérales, il y en aura beaucoup. Il y en aura vraiment beaucoup. Ashley en mode insecte géant. Ça me refait penser à Web Weaver, tellement crade. C'est là aussi le petit problème de la saison, je trouve, c'est d'avoir trop insisté sur des trucs un peu. Web Weaver, quand il est avec le Homelander, là, en train de se chier dessus d'étoiles à gogo, c'est une scène où tu peux sentir l'odeur, tu vois, tu sens l'odeur du truc et tout. Je trouvais ça gênant au bout d'un moment. Comme finalement avec le recul, les séquences avec les moutons, les trucs, tu sens qu'ils veulent être dans la surenchère et que c'est plus pertinent. Faut pas que voilà, l'outrecuidance devienne le manque de pertinence, quoi, parce que là c'est très grandiloquent. Bon, alors que c'est pas forcément intéressant. Alors que tu veux faire des trucs gore, regarde la mort de Victoria, elle est tout ce qu'il faut. Hein.
Donc ouais, non, ça laisse beaucoup de perspectives. Ça laisse beaucoup de perspectives. Moi, il y a beaucoup de personnages où je me pose la question de quid de Frenchie? Est-ce qu'à un moment donné, Frenchie serait capable de repasser du côté du bien, ou est-ce qu'une fois qu'il est lobotomisé, voilà. Le fait qu'on ait la nana de Gen V qui pourrait potentiellement lobotomiser le petit soldat, ça pourrait lui donner un intérêt, une place dans les sets, pourquoi pas? Admettons, hein, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie, mais le Homelander se pose la question de ce qu'il faut faire vis-à-vis de Soldier Boy. Et là, il y a les deux gars de Gen V qui lui offrent Frenchie sur un plateau. Malheureusement, Frenchie meurt. Eux, ils gagnent leur place dans les sets. Et du coup, t'as le Homelander qui leur dit écoutez, pour que vous puissiez accéder au set, j'ai une dernière requête. Et là, il lobotomise Soldier Boy. Et Soldier Boy devient le bras droit du Homelander. Ce qui fait qu'on passe à l'ensemble. Maintenant, on a les 7. Les 4 qu'on connaissait, plus les deux de Gen V, plus Soldier Boy pourrait pourquoi pas être une théorie aussi plausible là-dessus. Hein. Ça ferait que les 7 redeviendraient les 7. Puis alors attention, hein, les deux gamins de Gen V, Black Noir, The Deep, Firecracker, Homelander, Soldier Boy, chaperonnés un peu par Sister Sage, qui serait un peu dans un rôle de Weller, la Suicide Squad, bah mec, bah v'là la gueule des 7. Hein. V'là la gueule. Eux là, tu fais pas le malin. Hein. Là, c'est Avengers Endgame. Sam, en plus, est débilement OP. Il prend des patates de Kimiko au calme. Il y a un truc à faire avec ses persos. Ouais, de ouf. Cindy aussi, avec sa télékinésie. Ouais, bah de ouf. De ouf. Mais ouais, non, mais c'est pour ça, la télékinésie, le fait qu'on puisse lobotomiser Soldier Boy, etc., lui fait faire un peu ce qu'on veut, et du coup, lui remettre un peu dans la tronche que le Homelander, c'est son fils, machin. Voilà, c'est du caviar. Ces sets-là seraient du caviar. On peut aussi imaginer une hypothèse où s'il y a happy ending de série, ce soit Yui l'exemple à suivre. Pourquoi pas? Parce que je pense que Stella, elle a compris qu'elle n'était pas parfaite, alors l'happy ending viendrait pas forcément d'elle. Euh, Une séquence que j'ai bien aimée, par exemple, dans le genre écriture à la The Boys, le fait que euh, il y a une séquence où Stella, lui, il couche avec la métamorphe. Hein. Stella est vénère. Et à un moment donné, Yui lui parle et Stella lui dit ta gueule. Et je veux pas te parler là pour l'instant. Et puis d'ailleurs, dès qu'on rentre, là, tu me fais vérifier toutes tes MST parce que j'ai absolument pas envie de choper à peu près la moitié de tout ce qui est possible et imaginable. J'ai adoré cette phrase. C'est le meilleur je t'aime qu'on a eu dans The Boys. Dans le langage The Boys, c'est le meilleur. Je t'aime toujours, on reste ensemble, je te comprends, je te pardonne. Dans le langage The Boys, c'est parfait. Et la petite réflexion de Yui en mode yes, putain, c'est bon, ça j'aime bien. Ça, c'est le genre de qualité d'écriture où c'est suffisamment trash pour que ce soit du The Boys, mais c'est suffisamment subtil pour que tu comprennes entre les lignes ce qu'elle veut dire, etc. Et que finalement, elle passe un peu à côté. Après, pour être tout à fait honnête, lui, il y est pour rien. Hein. Dire, je pose la question. Je pose la question. Votre conjoint ou votre conjointe, elle se fait un métamorphe qui vous ressemble et qui est exactement pareil et qui en plus est capable d'avoir votre passé, connaît votre passé à partir du moment où elle vous touche. Bon, évidemment, ça vous fait chier qu'elle est ken avec quelqu'un d'autre, mais vous lui faites la gueule à Yui. Le pauvre Yui, il y est pour rien, tu vois. Je veux dire, il croit que c'est elle. C'est pas comme s'il l'avait trompé, il croit que c'est elle, c'est la même chose, c'est la même personne avec les mêmes trucs. Tu peux pas, voilà, tu peux pas lui en vouloir de quoi que ce soit. Deux, trois trucs qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Hein. C'est sûr que bon, si c'était là, apparemment, au pieu, c'est pas incroyable que là, l'autre d'un coup devienne l'équivalent du disciple du péché. Ouais, ça peut porter à confusion. Mais enfin, bon, pour le coup, moi, je trouve la réaction de Stella compréhensible parce que ça fait jamais plaisir, mais un petit peu excessive dans le sens où elle l'écoute pas du tout, en tout cas pas au début, alors que bon, bah, il est pour rien, quoi. Sorry, mais j'ai pas suivi le live. Est-ce qu'il y aura une rediff sur Twitch? Comment ça va, mon Hugo? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y aura rediffusion dès demain, hein, normalement. Si j'ai le temps demain, et je devrais le trouver, normalement demain, aux alentours de 17h, ce sera en rediff sur YouTube, pas sur Twitch, sur YouTube, sur la chaîne secondaire, qui est, je vais la noter, hein, comme ça au moins vous l'aurez. Voilà, le nom de la chaîne secondaire. Valou, les VOD, vous tapez ça sur YouTube. Vous avez toutes les rediffusions Twitch intéressantes, pas le gaming, qui reste exclusif à Twitch, mais tout ce qui est The Boys, tout ce qui est
House of the Dragon, critique de film, etc. Je l'ai écrit, mec, attends, où ça? Ça qui en prend plein la... Personne vote de toute façon. Ce live sera en rediff sur YouTube, Valou les VOD. C'est pour ça qu'on s'aime, mon Sky. C'est pour ça que tu es voilà, le mec plus ultra de la modération, mon Sky. C'est pour ça que tu es modo et que Anaclusmos et Flaco le seront jamais. C'est pour ce genre de choses. Et qui prennent une balle perdue alors qu'ils sont même pas là. Le pire, c'est de mettre Anaclusmos et Flaco dans le même bateau d'une même balle perdue. Je sais même pas, je pense qu'ils prendront pas mal le fait de prendre une balle perdue, mais prendre la même balle, je pense qu'ils vont mal le prendre. Ils vont être vraiment aïe aïe aïe. Le seul modo présent. Non, il y a Yaya qui est là. Il y a mon Yaya qui est encore là. Il y a le Renault qui a lâché son petit lurk. Renault est jamais aussi présent que quand il ne parle pas et qu'il n'est pas là. Il est toujours là, toujours présent, toujours en lurk, mais toujours présent. Je te suivais sur YouTube à tes débuts, mais j'ai un peu décroché avec le Covid et là je reviens en force. Ça fait plaisir, Hugo, c'est trop cool. Bah, nous maintenant on a migré sur Twitch. Moi, YouTube, j'ai arrêté, hein, de toute façon. J'avais fait mon temps dessus, puis j'avais pas parlé à peu près de tout ce que je voulais parler. Mais pourtant, Covid, c'était l'époque où tout le monde était prime sur YouTube. Hein, ça marchait très bien. Mais en même temps, c'est normal, c'était le Covid. On était tous à la maison. C'est le post-Covid pour les gens sur YouTube et Twitch qui a été compliqué. Hein. Mais le live est fini. Non, encore. Bah non, il nous reste encore au moins 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce qu'il y a des thématiques qu'on n'a pas encore abordées dans l'épisode? On va beaucoup parler du chaos ambiant, Victoria évidemment, les concepts politiques, les enjeux politiques, le Homelander, Stella. Oui, c'est vrai qu'on a... Bon, c'est un épisode qui dure 1h08, avec une grosseur quand même d'épisode, hein, parce qu'après il y a le générique qui est relativement long. L'impact du Soldier Boy évidemment sur la continuité du procédé, Ashley. Enfin, oui, ça termine sur un cliffhanger qui donne quand même énormément envie de voir la saison 5. Love Sauvage versus Butcher, combat de beuteux. Ah bah là, laisse tomber. Puis alors Butcher, il en a plus qu'une hein, maintenant. Donc. Tu penses qu'il va se transformer en quoi? Je sais plus son nom, le secrétaire. Ah, la secrétaire. Eh ben c'est Ashley. Bah bonne question. Bonne question. Est-ce que déjà elle va se transformer ou est-ce qu'elle va adopter des pouvoirs? Parce qu'on avait vu, alors bon, il faut voir aussi la gueule qu'elle a hein, maintenant, mais que la gamine de Victoria, elle avait aussi une transformation dans le dos, etc., un peu chelou, et c'était redevenu à la normale ensuite, mais il y avait une transformation pendant les effets du composé V dans le corps. On ne sait pas si ce sera une transformation définitive, parce que pour la gamine, c'est pas le cas, elle se transforme que occasionnellement. Étant donné le bol qu'a Ashley dans la vie, je serais pas étonné quand même qu'à mon avis ça devienne genre Man-Bat. Moi je vois bien un truc, vraiment Ashley, je vois bien un truc violent. Parce que Ashley, j'ai l'impression que malheureusement c'est le personnage pitoyable par excellence. Je dis pas ça dans le sens négatif, je dis ça dans le sens elle fait vraiment pitié, elle fait de la peine. Elle est forte avec les faibles, faible avec les fortes, elle se fait marcher dessus. Elle est effrayée, terrorisée, jamais rien ne va. Là, tu sens que le point de non-retour, où c'était l'erreur à ne pas faire, et là, je pense qu'à mon avis, il va y avoir quelque chose d'assez crade qui va arriver, ouais. Ou alors, ça c'est l'option A, ou alors, ça va devenir une bombe sexuelle. Genre, ça va devenir tu sais, genre, les cheveux vont repousser, ça va devenir un avion de chasse, genre avec une tenue de bâtard, une répartie de ouf, des pouvoirs de malade. Et en fait, le Homelander, il va voir ça, il va faire c'est toi, Ashley. Et ça se trouve, Ashley va être capable de limite rivaliser avec le Homelander, et imagine, elle a une place dans les 7. On sait jamais, hein. Elle est clairement post-tro. Ah bah oui, oui, bah là, il y a une post-trauma de ouf, mais enfin depuis longtemps, hein, de toute façon. Hein. Mais on sait jamais, ça se trouve, elle peut avoir un truc complètement à l'opposé de ce qu'on imagine. J'ai remarqué qu'elle porte beaucoup de vêtements, l'animal zèbre, et quand elle s'est transformée, elle porte un vêtement de lion. Ah, elle pourrait peut-être, pourquoi pas, ouais, elle pourrait peut-être se transformer en animal. Après, elle a le côté aussi très BDSM, cuir, etc. C'est pareil, pour le talent de l'actrice qui joue Ashley, quand même. Cette séquence-là où elle est en train de se toucher sur Yui, puis elle termine à lui foutre excusez-moi du terme, hein, lui quand même de lui caresser le minois avec de la mouille et tout. T'es là, ça doit pas être évident à jouer. C'est tellement glauque. Et Queen Maeve. Bah, je pense que Maeve, à mon avis, Maeve va revenir dans la saison finale. Ils vont la faire revenir pour un ultime combat. On sait pas exactement comment ça peut se passer. Ce que j'aimerais bien, je sais pas s'ils pourront le faire, j'aimerais une parodie du Avengers Assemble. Si on pouvait avoir une parodie, mais faudrait que ce soit dans l'esprit de The Boys, donc utile à la narration, mais parodique. Si on pouvait avoir une parodie de la séquence de Avengers Assemble, etc., ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Quitte à aller au bout du truc. Pareil, un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est que ça démarre sur le fait qu'ils ont annulé le film de A-Train.
quand tu vois aujourd'hui la cinématographie du MCU, les films annulés, les trucs comme ça, sachant qu'A-Train c'était la taupe et qu'il a quitté les sets, moi je trouvais ça marrant qu'il commence pour les bienfaits du truc, de dire, ah, voilà, le film sur A-Train annulé, machin. Il laisse. On peut pas dire qu'il laisse des choses au hasard. Il laisse rien au hasard. Il laisse tellement rien au hasard qu'il crée trop de trucs qui sont souvent rushés ou bâclés. Mais c'est vrai qu'il laisse rien au hasard. Félicitations à Yui pour avoir chopé les MST. Ah bah puis là, à mon avis, vu les propos, bon, c'est des phrases qui me font rire dans The Boys, mais Yui qui dit en mode, dis donc, c'était intense. Alors trois doigts, c'était peut-être un petit peu trop, mais ça, faut toujours qu'il y ait du cul tout le temps, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable, hein. C'était quoi déjà la phrase de Jeffrey Dean Morgan? Ah, dis donc, t'as mis du temps, je savais pas où te donner rendez-vous. Ouais, ouais, non, mais moi j'avais pensé à te donner rendez-vous dans la chatte à ta mère, mais apparemment c'était déjà complet. Quand il parle à Butcher, là, quand il se voit sur le banc dans les épisodes précédents. Vraiment un phrasé tellement spirituel. C'est pas une série. Alors, c'est une série qui est élégante sur le fond et qui est très subtile sur ses rapports à la société, au wokisme, à la politique, voilà, la montée des extrêmes, etc. C'est très minutieux, hein, la manière dont ils en parlent et dont ils font des parallèles avec ça. Alors en termes de dialogue, par contre, ah bah c'est pas subtil pour un sou, hein. Mais c'est l'esprit The Boys. Je préfère ça, je préfère une phrase comme ça qui me rappelle les grandes heures de Butcher, plutôt que voilà, une énième scène pseudo-gore ou pseudo-trash comme Web Weaver. Ou Web Weaver, franchement, je trouvais ça éclaté, hein. Web Weaver, c'est vraiment. Même Web Weaver qui finit par gicler par le cul de la toile sur la tronche de la crème, même ça, je trouvais que c'était too much. Genre, ouais, c'est The Boys, d'accord, mais voilà, quoi, tu vois. Et je dis ça parce qu'encore une fois, j'ai vu cette saison 4 et mon père regarde, on s'est fait les trois premières là. Il a en 2 semaines en plus, il a rushé de ouf, hein. Parce que là en ce moment, bon, il y a les travaux chez moi et tout. Donc du coup, mon père vient filer un coup de main, puis il fait ses papiers, machin et tout. Il aide aux travaux pendant ce temps-là. Et bah, on fait ça, on en discute de temps en temps. Et lui, je revois du coup les épisodes au fur et à mesure. C'est vrai que certaines séquences, je me dis, c'était tellement plus subtil, tu vois, plus pertinent. Alors, il y a un autre point aussi, quel va être, parce qu'on sait qu'il a été quand même sauvé par Victoria, parmi les dernières séquences que je vous lance là avant que je raccroche, comme dirait sous les Slade, évidemment, ils ont la référence, une table pour deux, s'il vous plaît. Le courant est très très bien passé, merci. Euh, Quelle va être la réaction de Giancarlo Esposito? Edgar a perdu sa fille spirituelle. Je pense que l'impact aussi du pouvoir de Giancarlo Esposito, qui va très probablement bah, vouloir arriver derrière à la chasse à Butcher, je pense que lui aura aussi une place conséquente. Mais si, Soul, c'est la vidéo de Kemar. Tu sais, où il est en train de commander, là, puis il raconte n'importe quoi, genre... oui, ce serait pour une table pour deux, s'il vous plaît, je suis végétarien depuis peu. Dernière question, avant que je raccroche. Non, bah je mangerai de la viande, alors j'en ai rien à foutre. Le courant est très très bien passé, merci. C'est un truc d'Insta de Kemar. On l'avait vu, Soul, c'est juste que tu t'en rappelles pas parce que t'es un véritable déchet. Mais je sais que Slade il est là. Je sais pas si Slade il est encore dans le chat d'ailleurs. Slade est plus là, putain, mais décidément. On peut compter sur personne. Tant pis, c'est pas grave. Il va se déchaîner sur les deux camps. Oui, parce que là, il y aura pas de côté positif. Il y aura pas de positif, hein. Tu vas en parler du retour du GOAT. Ah bah on a déjà parlé, on se posait la question, Soldier Boy, quel va être son intérêt? Est-ce qu'il va se faire télékinésiner, lobotomiser, psychikiniser par Cindy pour pouvoir peut-être être à la solde du Homelander ou récupérer l'instinct paternel du Homelander? Est-ce qu'il finira dans les 7? Est-ce qu'il va être gardé en attente au show parce que le Homelander a peur de lui? Il y a trop de questions en fait. C'est vrai que la séquence finale est extraordinaire. Moi, le montage, la mise en scène, les hurlements de Kimiko, Nirvana, c'est froid, c'est tellement austère, c'est tellement le chaos ambiant que ça donne envie d'être à la saison 5. Mais ça donne très peu. Enfin, tu pourrais faire énormément de théories et de rumeurs, mais t'as très peu de, comment dire, t'as très peu de, voilà. Tu parles de la meuf de Gen V. Bah ouais,
Mais les deux, de toute façon, les deux peuvent. L'une ou l'autre, oui, alors je me suis peut-être mal exprimé, mais l'une ou l'autre. Que tu fasses un truc télékinésique avec Cindy ou que l'autre, bah, elle prenne le contrôle du cerveau du Soldier Boy, dans tous les cas, peut-être que Homelander se dirait ça peut servir mes dessins, d'un côté ou de l'autre. Donc ça peut être deux possibilités. Après, je sais pas combien de temps leur pouvoir fait effet. C'est aussi ça la question que je me pose, c'est combien de temps ça fait effet. Est-ce que ça pourrait être du définitif? Ça, j'en sais rien. J'imagine que je me souviens plus exactement vis-à-vis de Gen V, mais j'imagine que c'est pas du définitif. J'ai du mal à imaginer que Frenchie ne reprendra pas le contrôle de lui-même à un moment donné pour une scène finale, possiblement avec Kimiko. Mais faut voir, faut voir. C'est vrai que le rôle du Soldier Boy, il est assez particulier parce que là, actuellement, c'est difficile d'imaginer quel pourra être son statut. J'y pense, chaque saison ramène l'antagoniste secondaire, Homelander, Stormfront, Soldier Boy, Firecracker, Sister Sage. On va avoir quoi comme dinguerie, comme nouveau perso? Ouais, et oui, oui. Et alors, chose intéressante, Sister Sage et Firecracker sont les deux seuls personnages qui sont encore présents la saison suivante. Parce que si tu regardes le Homelander, Stormfront, ça a fait la saison 2 et c'est parti. Le Soldier Boy, ça a fait la saison 3 et c'est parti. On le reverra qu'en saison 5. Il n'y a que Firecracker et Sister Sage qui finalement ont réussi à passer la saison suivante en étant toujours du côté du Homelander. Parce que pour les autres, c'est compliqué. Hein. Alors après, bon, Stormfront, c'est elle qui se suicide, et puis, mais on voit bien que c'est plus que l'ombre d'elle-même, et qu'avec le Homelander, il se fait chier. Donc pour moi, à partir de la saison 2, le Stormfront, c'est fini. Soit dit en passant, pas évidemment pour l'idéologie de la nana, mais il y a que moi qui avait un crush sur Stormfront ou pas? Stormfront, moi vraiment, genre, que ce soit le côté brut de décoffrage ou même l'actrice, le physique, moi Stormfront, j'aimais bien. Hein. Je crois que à part Kimiko, parce que Kimiko, les gars, Kimiko, elle est déjà dans les plus belles femmes du monde. Enfin, je veux dire, Kimiko, c'est Kimiko. Mais en vrai, putain, Stormfront, j'aimais bien. Hein. Ah bah le personnage est un peu particulier, oui, forcément. Le personnage, t'as un peu de mal. Putain, moi, Stormfront, j'aimais bien. Pas forcément Red Mef, tu vois, pas plus que ça. Victoria, c'est une belle nana. Newman. Mais Stormfront, je trouve, elle dégageait un truc de ouf. Évidemment, hormis le côté nazi, machin, très sectaire, où ça, bon, tonton Adolphe, on le laisse là où il est, hein, mais... Pour moi, c'est pareil, Bob, c'est pour ça que je dis ça. Kimiko, pour moi, il y a que Kimiko qui peut ramener Frenchie. Tu vas être dans la sauce. Non, mais moi, je parle de l'actrice. L'actrice, je lui trouve beaucoup de charme à l'actrice de Stormfront. J'aimais bien. Puis elle était ultra charismatique. Pas dans le bon sens, évidemment, parce que bon, bah voilà, hein, mais genre en vrai, elle avait des phases. Ça, c'est comme tous les gens qui disent le Homelander, c'est le GOAT. Hein. Techniquement, Homelander, on est tous censés dire le Homelander, c'est tout sauf le GOAT. C'est un malade mental. Mais en vrai, tout le monde va être là. Ah, le Homelander, il est trop fort. On est tous en mode, vas-y, les gars, le Homelander, il est trop fort. Par contre, on sait tous que le gars, vas-y, mais c'est un fou furieux. Mais moi, le Homelander, gros, c'est devenu une icône. Hein. C'est une icône du mal. Hein. Faut savoir gérer la différence. Mais c'est unique, il est incroyable, le Homelander. Ça, une écriture comme ça, enfin, je veux dire, un personnage de cette manière-là. Je me demande même si le Homelander, il est aussi bien écrit dans les comics. Je pense pas que le Homelander soit aussi bien écrit dans les comics. Hein. Parce que, enfin, atteindre une stature comme ça, je pense pas que le travail soit aussi fort dans les comics. Tu penses qu'ils vont développer la relation Soldier Boy et Ryan? Voilà, ou bon, ouais, je vois pas, pour le coup, les deux en association, peut-être sur du long terme, mais enfin, je vois pas comment ils pourraient se retrouver tout court. Ça dépend, déjà, il va falloir voir où va Ryan. Soldier Boy, il est en cryo pour l'instant, il faudra forcément voir où va Ryan derrière, mais ça, c'est encore une autre histoire, évidemment. C'est encore une autre histoire. Dans les comics, il est beaucoup moins développé. Tu sais que c'est la raison qui fait que j'ai envie d'acheter les comics, mais que j'ai peur d'être déçu. Parce qu'en fait, il y a plein de personnages que j'aime bien, et si c'est pour que le Homelander, finalement, il est que le quart du développement que je veux là, je me dis, bah merde, ça se trouve, en fait, les comics, je vais pas du tout m'y retrouver par rapport à la série, quoi. J'ai l'impression que c'est tellement différent. Ah, pourtant, je sais que c'est des chefs-d'œuvre, hein, les comics de The Boys et tout, pas de problème, mais peur de m'y retrouver sur trop peu de choses, quoi. Parce que là, The Boys, ils ont mis le niveau haut quand même. C'est un haut level en termes de série.
Aussi, Stella dans le comics, elle est beaucoup en retrait. En ça, ce sera pas pour me déplaire, parce que je suis pas le plus grand fan du personnage. Mais là, au moins, elle est devenue intéressante. C'est ce que je redisais aussi. Mais la structure de son personnage dans cet épisode, à faire une autocritique à la fois d'elle-même, mais je trouve aussi de l'actrice et du personnage, était très intéressante. Par le biais d'un autre personnage. Bah, j'ai envie de les lire, hein. De toute façon, Soul, ils sont à 10 balles maintenant, hein. Les comics The Boys, ils ont été repris par Panini, pardon, et ils font maintenant les comics à 9 euros. Donc ce serait dommage de pas les mettre dans ma collecte. Je pense que j'ajouterai les comics de The Boys à ma collection. Mais ouais, ils sont à 10 balles dans une autre version Panini maintenant. Black Noir et Zinzin. Ah, apparemment, Black Noir est beaucoup mieux, ouais. Ça, c'est ce que j'avais entendu. En tout cas, bon bah écoutez, messieurs, dames, bah, c'était un grand plaisir de débriefer The Boys avec vous. On se retrouvera évidemment pour la saison 5, puisqu'on fera les lives épisode par épisode pour la saison 5 sans trop de problèmes, hein. C'est dans 2 ans, mais je peux déjà vous dire qu'on sera là. On se retrouve dimanche pour le live Jurassic World Woufoufou. Les lives critiques continuent pendant l'été avec évidemment House of the Dragon pour encore 3 épisodes et Deadpool et Wolverine et Alien Romulus. Il y aura beaucoup de bonnes choses. Rendez-vous dimanche 17h pour du talk, 17h45, 18h, le Woufoufou spécial morceau de Jurassic Park, Jurassic World. Merci pour les bits et les subs comme d'habitude. Je vous dis donc à dimanche. Ce live sera en rediffusion en légende dès demain. Dès demain sur YouTube VOD. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre point de vue, bien sûr, on fera ce que j'avais pas dit depuis longtemps, sur ce que vous avez pensé de la saison et de l'épisode. On a fait 10 minutes, un quart d'heure aussi sur une review assez succincte de la saison entière parce que ça le méritait. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Des bisous!